Cap sur la transition, on s'intéresse aux politiques publiques environnementales. C'est le podcast de l'IDRI. Il est un élément de la transition qui est longtemps passé sous les radars, mais qui fait désormais l'objet d'une attention mondiale. C'est la biodiversité, un enjeu colossal pour l'environnement et dont la grosse négociation a finalement eu lieu fin 2022, après de nombreux reports. Cette COP15 de la Convention sur la diversité biologique devait se dérouler en Chine, à Kunming. C'était finalement à Montréal, au Canada. Les 2 semaines de discussion ont donc abouti à l'accord de Kunming-Montréal, c'est-à-dire l'adoption d'un cadre mondial de la biodiversité qui se révèle finalement un compromis bien plus ambitieux qu'on aurait pu le craindre. Et maintenant, tout reste à faire pour l'appliquer, cet accord, et sans tarder, c'est Juliette Landry, chercheuse à l'IDRI sur la gouvernance internationale de la biodiversité, qui vient nous expliquer quels sont les enjeux de cette mise en œuvre. C'est parti. Bonjour Juliette Landry. Bonjour. Vous étiez aux premières loges en décembre à Montréal pour suivre et participer à chaque journée de ces négociations qui ont abouti le 19 décembre à ce nouveau cadre mondial de la biodiversité. Alors, je résume. Pour enrayer la perte de biodiversité et protéger celle-ci, les dirigeants ont adopté 1. Des objectifs chiffrés et mesurables, 2. Des stratégies de mobilisation de ressources financières finalement solides, et 3. Un processus de suivi pour que les promesses ne restent pas en l'air. Maintenant, il faut traduire tout ça sur le terrain, et le temps est compté, il est très court. Les objectifs visent 2030. Alors l'accord comprend 6 grandes décisions qui touchent à des domaines et des enjeux finalement très variés. Oui, tout à fait. L'accord de Kunming-Montréal, il contient tout un tas d'objectifs pour atteindre une mission qu'ils se sont donnée collectivement. C'est une mission d'enrayer et d'inverser la perte de biodiversité. Et pour ce faire, ils se sont mis d'accord sur tout un tas d'actions à accomplir, notamment protéger 30% des terres et 30% des mers, restaurer 30% des écosystèmes dégradés, réduire les impacts liés aux pesticides. Mais il y en a plein d'autres. Et en fait, cet accord, il a l'objectif d'être englobant et de pouvoir véritablement toucher les grandes causes de perte de biodiversité à l'horizon 2030 pour, in fine, atteindre des objectifs à très long terme et qui auront des conséquences sur nos sociétés. Alors, qui doit maintenant se saisir de ces enjeux ? Par exemple, vous disiez, changer les pratiques en matière d'utilisation de pesticides ou décider de zones qui deviendraient une aire protégée. Comment tout ça doit se mettre en place ? Ce qui a été important à Montréal, c'est l'adoption aussi de mesures de suivi. Et c'était quelque chose qui manquait dans le cadre de la Convention sur la diversité biologique. C'était le fait que les pays, on ne pouvait pas comparer ce que eux faisaient pour atteindre des objectifs qui se fixaient collectivement au niveau mondial. Et là, on a des mécanismes qui sont beaucoup plus forts. Ils sont pas parfaits, évidemment, mais on a beaucoup plus de procédures pour que là, dans les 2 prochaines années notamment, ils vont devoir soumettre ce qu'on appelle des stratégies nationales de biodiversité et ils vont devoir montrer comment ils vont s'aligner avec ces objectifs mondiaux. Par exemple, la France va dire, nous, on va protéger tant de pourcents des terres et tant de 30% des mers. Le Rwanda va proposer autre chose. Et après tout ça, ils vont devoir soumettre des rapports et dire ce qui a été mis en œuvre. On va avoir un bilan global et ça, c'est une grande nouveauté. Et il y aura encore des choses à faire dans les années suivantes jusqu'à 2030 pour ensuite améliorer ces mécanismes-là. Mais là, on a une première étape qui marque le début d'un meilleur suivi des engagements et d'un meilleur alignement. Oui, et pour tout ça, les plans gouvernementaux, les rapports, les bilans, il y a des dates. Donc, c'est contraignant d'une certaine manière. C'est ça, il y a un calendrier qui est beaucoup plus précis et on va pouvoir vraiment avancer avec une temporalité entre 2023 et 2030. Alors, sur la question des moyens financiers mobilisés pour atteindre ces objectifs, l'accord dit qu'il faut les augmenter de 200 milliards par an et prévoir en même temps de réduire drastiquement ce qu'on appelle les subventions néfastes pour la biodiversité, par exemple dans les secteurs de la pêche ou de l'agriculture. Là, ça n'est pas seulement dans les budgets nationaux que ça se joue. C'est ça, les 200 milliards, il s'agit des budgets nationaux, de ce que les pays veulent investir, par exemple pour gérer leurs aires protégées ou pour financer des infrastructures vertes. Il va falloir aussi
comme vous l'avez dit, réduire les subventions néfastes, notamment sur l'agriculture, l'exploitation forestière, etc. Mais il y a aussi des enjeux de financement entre le Nord et le Sud, donc entre les pays développés et les pays en développement, parce que c'était vraiment un grand débat dans la négociation, combien les pays développés vont donner aux pays en développement pour les soutenir, parce que c'est pas évident pour eux et il faut l'entendre. Donc il y a des mécanismes qui vont se mettre en place ? Oui, il y a des mécanismes, mais il y a aussi des montants dans un premier temps, les montants qui ont été acceptés à Montréal et qui sont bien plus ambitieux que ce qu'on a aujourd'hui. C'est une augmentation de 20 milliards par an à 2025, puis de 30 milliards par an à 2030 des flux du nord vers le sud. Donc on a une approche un peu progressive. Et puis en parallèle de ça, on a des mécanismes. Et ce qui a été adopté, c'est un nouveau fonds qui n'est pas complètement indépendant parce que c'était aussi un enjeu de négociation, parce qu'on a un mécanisme existant qui s'appelle le Fonds pour l'environnement mondial, qui a des enjeux et des défis qu'il va falloir aussi réformer. Mais on a un nouveau fonds qui est sous l'égide du FEM, le Fonds pour l'environnement mondial, qui devra permettre de mieux accompagner les pays en développement, de mieux les aider à accélérer l'action quand ils ont leurs défis à régler. Et c'est parce que ce nouveau fonds est sous l'égide du FEM qui va pouvoir se mettre en place rapidement parce qu'il y a déjà une structure existante, c'est ça ? C'est ça, ça devrait se faire en juin et en août, via un conseil puis une assemblée du FEM. Après, la question d'un nouveau fonds complètement indépendant, elle reste ouverte et peut-être qu'on va encore continuer cette discussion à la COP16 dans 2 ans. Et ça, c'est long à mettre en place et il y avait une urgence en l'occurrence. Enfin, pour que ça marche, Juliette Landry, dans un temps si court, il faut une grosse mobilisation sur le terrain pour mettre en œuvre les objectifs, les projets, les réformes. Donc ça, c'est la société civile, les ONG... C'est exactement ça. Cet accord de Kunming-Montréal, c'est une mission collective, une feuille de route collective. Non seulement les pays vont devoir consulter leurs parties prenantes pour formuler leur stratégie nationale de biodiversité et leurs objectifs nationaux, mais on a aussi d'autres questions. Par exemple, est-ce que le secteur privé va aussi s'emparer de ces questions-là, s'approprier ces objectifs-là et par exemple mieux faire le reporting sur leurs impacts et leurs dépendances vis-à-vis de la biodiversité. On a la société civile, les ONG, les organisations non gouvernementales, les associations, on les attend aussi sur le reporting. Est-ce qu'elles vont aussi nous permettre de comparer ce que font véritablement les pays et ce que les ONG annoncent et alertent comme des vigies, quoi. C'est un peu ça, et c'est pour ça que le bilan global, il va être important aussi dans les modalités, parce qu'à la COP16, on va réfléchir aux modalités du bilan global. Donc cette espèce de revue collective. Et ce qui pourrait être intéressant, c'est que les ONG aussi fassent leur propre reporting et qu'on puisse ensuite comparer et voir si tous ensemble, et avec la science aussi qui devra contribuer, si collectivement on est sur la bonne route ou pas, et ensuite ajuster. Tout ça pour enrayer la perte de biodiversité et même favoriser sa restauration et éviter de répéter l'échec de la décennie précédente. On rappelle que les objectifs qui avaient été adoptés à Aichi, au Japon, pour la période 2011-2020, n'ont pas du tout été atteints et que la biodiversité avait continué à s'étioler. Cette fois, après la COP15 et ce nouveau cadre mondial adopté à Montréal, on vous sent plus optimiste. Juliette, vous qui avez assisté à ces négociations, pourvu que l'accord soit mis en œuvre, évidemment, et c'est bien l'enjeu dont vous venez de nous parler. Merci beaucoup de toutes ces explications, Juliette Landry. À bientôt. Merci. Vous retrouverez cet épisode des podcasts de l'IDRI sur toutes les plateformes de podcasts, sur le site de l'Institut bien sûr. N'hésitez pas à le partager et à envoyer vos remarques ou suggestions sur les comptes Twitter et LinkedIn de l'IDRI, I2DRI. À très bientôt pour un nouvel épisode de Cap sur la transition.